Rebonjour à tous. Donc, alors, je vais démarrer ma deuxième conférence après ce petit break. J'imagine que beaucoup d'entre vous étaient présents. Ceux qui nous rejoignent maintenant, sachez que on a enregistré, on a fait une vidéo de ma conférence précédente. Donc il y a un certain nombre de sujets que j'ai abordés qui sont directement liés avec cette conférence. Donc je vais pas forcément me répéter. Donc je vous invite à consulter pour ceux qui nous rejoignent à partir de ce soir sur la chaîne YouTube de DailyFX, de regarder la vidéo. Vous aurez un certain nombre d'éléments qui seront ajoutés. Je vais essayer d'avoir la même énergie pour cette deuxième séance que pour la première. C'est pas toujours facile d'enchaîner comme ça deux séances d'1 heure, donc pardonnez-moi si il y a des moments un petit peu de blanc ou si je cherche plus mes mots. C'est pas toujours évident de garder comme ça cette dynamique. Alors, je vais pas me présenter de nouveau. Encore une fois, comme ça a été enregistré, je vous invite à regarder ma présentation dans les premières minutes pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Ce que je vais vous rappeler, c'est que donc j'ai un poste privilégié. Je suis un des historiquement le plus ancien apporteur d'affaires en France au niveau des courtiers, puisque ça fait plus de 9 ans maintenant qu'on apporte des comptes chez les courtiers. On a travaillé pendant longtemps avec ODL Market, qui était une société anglaise qui a été rachetée par FXCM. Aujourd'hui, je travaille donc exclusivement avec FXCM. Et dans cette position privilégiée, on a ouvert plusieurs centaines de comptes chaque année, donc depuis 8 ans maintenant, ce qui m'a permis d'observer depuis un siège assez intéressant des centaines de traders particuliers faire du trading au quotidien sur tous les produits possibles et imaginables. Et grâce à ma passion de la modélisation des cours, j'ai pu appliquer cette même capacité d'analyse à observer les traders particuliers. Et ce qui a permis de regarder un peu quels étaient les défauts et les qualités que peuvent avoir les gens. Alors j'ai déjà parlé d'un certain nombre de choses dans la première conférence, donc il y aura des éléments qui vont être répétés. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir avec vous comment vous pouvez comprendre d'où viennent vos pertes, quelles sont les mauvaises habitudes que vous avez développées, et quelles sont les modifications que vous allez pouvoir faire par rapport à votre trading, que ce soit en discrétionnaire ou en automatique. Puisque parfois, c'est très difficile quand vous avez un algorithme qui fonctionne sur votre compte, d'accepter que cet algorithme est en train de travailler pour vous. Et même encore aujourd'hui, avec la solution qu'on propose, je vois à peu près un tiers de nos clients qui ne peuvent pas s'empêcher d'intervenir sur les trades. C'est un peu comme si vous aviez un très bon élève à côté de vous, vous êtes en train de copier ce qu'il fait, et puis vous vous dites, ah là j'ai l'impression d'être sur cette question là, d'être plus intelligent que lui, et je vais faire quelque chose que lui ne fait pas, je vais essayer d'ajouter mon grain de sel. Toute la difficulté, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le trading est un exercice de long terme. Ça ne sert à rien de regarder le trading opération par opération. La résultante de votre trading, les gains ou les pertes, selon la résultante de centaines ou de milliers d'opérations. Et un des gros défauts des gens, c'est qu'ils passent énormément de temps à raisonner sur chaque trade, alors qu'ils doivent raisonner sur l'ensemble de cette image. Et une des raisons pour lesquelles les gens perdent, c'est qu'ils oublient, quand ils regardent l'intégralité de ces milliers de trades, ils oublient que c'est quelques trades en gain qu'ils n'ont pas fait, quelques trades en perte qu'ils ont trop fait, qui va faire toute la différence des résultats annuels de leur trading. Et les gens feraient mieux de passer énormément plus de temps à regarder leurs défauts généraux plutôt que de regarder trade par trade. On est très concentré dans l'immédiat, dans ce qu'on est en train de faire dans le prochain trade, alors que il faudrait réfléchir sur l'intégralité. Donc on va commencer par répéter un petit peu ce qui a été dit précédemment. Donc la première chose que je vais rappeler, c'est très important à comprendre, c'est pour ça que je reviens sur ce sujet dont j'ai brièvement parlé lors de la conférence précédente. Chaque technique a ses avantages et ses inconvénients. Et ce qui va être fondamental, ça va être de comprendre quels sont ses points forts et de les utiliser à son avantage, et quels sont les points faibles de son trading. Donc une fois qu'on va développer une technique de trading, on va répéter plus ou moins chaque jour les mêmes biais, c'est-à-dire les mêmes opérations.
avec une approche à peu près identique. Et au fil du temps, on va se construire comme ça, ce qu'on appelle sa technique. Et cette technique, elle a forcément des avantages et des inconvénients. Et ce qui est fondamental, c'est de comprendre ce qu'on va faire bien et ce qu'on va faire mal. Il va falloir lutter contre ce qu'on fait mal et les améliorer. Et il va falloir améliorer les choses que l'on fait bien. J'ai dit dans la conférence précédente que 80% des gains étaient réalisés sur 10% des opérations. Et c'est la réalité. C'est-à-dire que c'est quelques opérations qui vont faire l'intégralité de vos profits annuels. Et il faut vraiment se concentrer sur l'optimisation de ces choses-là. Si on ne sait pas gagner, à quoi ça sert de faire du trading? Je vois énormément de gens, à la fin, pour moi c'est très simple, pour savoir si un client va gagner de l'argent à long terme ou pas. Il suffit que je regarde n'importe quelle personne trader de manière régulière pendant un mois. Si en un mois, cette personne n'a pas été capable de faire un seul et unique gain de plus de 2, 3, 4, 5% de son compte, un seul gain, je sais que cette personne, elle est mort-née. À partir du moment où elle va continuer à faire du trading, un jour, elle va rencontrer un accident qui emportera son compte. Et comme elle n'est pas capable de créer des gains relativement significatifs, elle n'aura pas de quoi compenser cette perte exceptionnelle et son compte sera emporté. Et vous allez me dire, 2, 3, 4, 5%, on a l'impression que tout le monde est capable de faire ce genre de choses. En fait, c'est extrêmement difficile. Il y a à peu près entre 7 à 8% des comptes uniquement sur plusieurs centaines de comptes qui sont capables de faire mensuellement un seul et unique de ces gains. C'est aussi petit que ça. Les autres traders particuliers, 90% des gens, ne sont pas capables de faire un gain exceptionnel et de porter une position. Tout simplement parce qu'on a un biais émotionnel. Faire du trading, c'est quelque chose de difficile. On s'expose à des émotions extrêmes. L'avidité d'un côté, qui nous fait espérer des gains toujours plus importants. La peur de l'autre, qui nous fait être inquiet de perdre notre argent et de perdre de l'argent. Constamment, on va être entre ces deux émotions. Dès que le marché va commencer à aller dans notre sens, on va s'emporter, on va être euphorique. Et de l'autre côté, dès que on va commencer à perdre, on va plus savoir que faire et on va commencer à être extrêmement inquiet. On va toujours être en bascule entre ces deux choses. Ce qui fait que, à un moment donné, quand vous avez commencé à gagner pas mal d'argent, vous vous retrouvez par chance ou parce que vous l'avez choisi dans une position qui se passe très bien. Et puis, le marché commence à consolider. Et là, la première chose, le premier réflexe que tout le monde va avoir, même moi après 20 ans, c'est de me dire « Ah mince, pour une fois que vraiment j'avais un gain exceptionnel, j'ai peur de reperdre ce gain. » Ça, c'est humain. On a gagné quelque chose, on a très peur de le reprendre. Et la première raison pour laquelle les gens coupent de manière trop tôt leur gain, c'est à cause de ça. C'est qu'ils se disent « Ah zut, j'ai gagné beaucoup, je ne veux pas reperdre. » Et ça, c'est une catastrophe dans votre gestion des positions, tout simplement parce que c'est ce biais qui va vous empêcher de porter la position. Ce qu'il faut faire quasiment, c'est je fixe un stop, je mets un profit qui est celui qui correspond à la gestion de ma position et pas à mon émotion. C'est-à-dire que je fais du trading pour appliquer des règles précises, pas pour réagir par rapport à mon vécu face au marché. Je fixe ces règles et je pars à la pêche, je pars au golf, je pars sur mon bateau, je fais ce que je veux. Mais le seul moyen de réussir à tenir des gros gains, c'est de ne pas être devant. Et je sais, pour avoir discuté avec de très nombreux traders, que c'est une des techniques qui est employée. À partir du moment où vous allez laisser le marché face à vous et que vous allez laisser ce poids émotionnel vous guider vos décisions, vous allez craquer. C'est impossible de rester devant le marché, de voir des gros gains se générer, de voir les pertes arriver et de rien faire. Vous allez être poussé à l'action. Alors qu'au départ, votre idée de trading, vous l'aviez conditionnée à une prise de profit, à un risque maximum. C'est des choses qui sont extrêmement matérielles, qui sont décidées, peut-être que vous avez testé, que vous avez validé. Vous savez exactement ce que vous devez faire. Et au moment où vous faites le trade, vos émotions prennent le dessus et vous allez vous retrouver en difficulté par rapport à votre trading. Donc, rappelez-vous, on a passé en revue 4 types de trading au départ. La tendance, la contre-tendance, les habitudes de marché, les événements rares. Très rapidement, je vais passer en revue les avantages et les inconvénients de chacune des techniques. La tendance, comme je vous l'ai dit, vous chassez des événements qui sont présents rarement sur les marchés. On a 20% de temps en tendance. C'est des événements qui sont très intéressants parce que ça permet de créer des gros gains. En revanche, ils sont rares. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mécaniquement, vous allez avoir un taux de réussite faible. Je vais essayer de viser une tendance aujourd'hui, elle ne va pas se réaliser. Je vais essayer d'en viser une demain, elle ne va pas se réaliser. Et etc. etc. Jusqu'à ce que finalement, il y en ait une qui gagne beaucoup d'argent. Je pense que c'est dans quelques slides, je vais vous présenter une technique
qui vise les tendances à la baisse, les grosses tendances baissières, et vous allez vous apercevoir que cette technique, elle a seulement 10% de taux de réussite. Et pourtant, elle gagne énormément d'argent sur le long terme. Et elle ne gagne qu'une fois sur 10. Mais quand elle gagne tellement d'argent par rapport à toutes les autres pertes qu'elle est capable, sur le long terme, de faire ça. Demandez à un trader de répéter ça, et ça va être très compliqué pour lui. Ensuite, vous avez la contre-tendance. Donc ça, c'est le slide suivant. On l'a vu tout à l'heure. Donc vous avez ici une stratégie avec 800 trades. Ne bougez pas une seconde. Voilà, le pointeur. Donc ici, on a 800 trades sur cette stratégie, avec un taux de réussite de 86%. Donc un taux de réussite très très important sur ces 800 trades. Et quand vous gagnez, vous voyez ici, average winning trade, on gagne 356 €. C'est un petit gain. Par contre, quand on perd, on va laisser développer ses pertes et on va avoir 1626. Ça, ce taux de réussite, il est la conséquence des décisions que vous prenez. Il n'est pas à l'inverse. Ce n'est pas votre trading qui va créer ce taux de réussite. C'est parce que vous agissez d'une certaine façon que vous allez générer ce taux de réussite. Ça ne doit pas être un objectif. Ça doit être quelque chose qui arrive parce que vous appliquez une certaine technique. Là, qu'est-ce qui se passe? Je prends un trade. Je laisse développer ce trade. Je lui donne toutes les chances possibles de finir avec un gain. J'ai un objectif de profit qui est relativement faible. Et au bout d'un certain temps, si ce profit ne se matérialise pas et que ça se transforme en perte, je vais couper avec une perte relativement importante. Et en donnant une perte importante, plus je laisse développer une perte importante, plus je donne une chance à ce que le marché finalement se retourne dans mon sens. Donc la contre-tendance, c'est ça qu'on fait. On rentre dans une position et on va donner du temps à cette position pour qu'elle se développe dans mon sens, pour que ça finisse avec un petit gain, au prix de pouvoir prendre une perte relativement importante. Voilà, donc on a l'avantage, c'est qu'on va avoir un taux de réussite très important. L'inconvénient, c'est qu'on va être en position très longtemps, souvent en portant des pertes relativement fortes et qui vont être douloureuses. Et donc c'est un trading qui est majoritaire parmi les particuliers, c'est un trading qui est douloureux et c'est un trading qu'on s'impose parce que ça correspond beaucoup plus à la manière dont on est émotionnellement programmé. C'est-à-dire que par rapport à notre relation au prix, à ce qui se passe dans la vie, etc., c'est un trading qui nous plaît, le trading de contre-tendance. Et pourtant, c'est un trading qui va être difficile, qui va être un poids émotionnel. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Alors, voilà, donc ça, c'est la totalité des trades du système précédent. Donc 86% de taux de réussite. Donc vous voyez ici qu'on a majoritairement des gains. Chaque carré correspond à une opération. Donc on a les 750 opérations. On a quelques opérations perdantes. Ces opérations sont liées à la volatilité. Donc on a, chaque fois, on va donner du temps à cette opération pour se développer. Donc on va couper après une perte importante quand vraiment il n'y a plus d'espoir par rapport à cette possibilité. Mais par contre, si le marché entre-temps se retourne et finit par un gain, c'est ce qui va nous permettre d'augmenter notre taux de réussite. Donc voilà pourquoi les gens apprécient ce type de trading, même si vivre avec ces quelques stops, c'est que 15% du temps, mais c'est quand même très douloureux puisqu'on le voit ici, la moyenne des pertes est aux alentours de 2000 €, alors que la moyenne des gains est aux alentours de 500. Enfin, c'était même moins sur le graphique précédent, donc ça c'est très difficile à vivre. Par contre, ce qui est exceptionnel avec ce type de trading, c'est que lorsqu'on va regarder les séquences, on va se dire, ah bah ça c'est quelque chose de génial. J'ai ici dans cette colonne, on a les winning trade series, c'est-à-dire combien de fois j'ai gagné, une fois, deux fois consécutivement, trois fois consécutivement, etc., etc. Donc là, avec une stratégie comme celle-là, avec un taux de réussite de 85%, une fois, 21 fois, j'ai gagné une fois. Mais par exemple, ici, 5 fois, j'ai gagné 5 fois consécutivement. 4 fois, j'ai gagné 17 fois consécutivement. Alors ça, c'est quelque chose d'hyper flatteur et c'est ce que les gens aiment. Alors c'est marrant de constater que d'un côté, ils sont prêts à vivre énormément de temps en perdant avant que la position se retourne et finalement couper avec un petit gain, et qu'ils apprécient, c'est une des raisons pour lesquelles ils apprécient de gagner de manière consécutive. Donc, ils passent tout leur temps à perdre. 5% du temps, ils finissent finalement, ça dépasse le cours d'entrée et ils clôturent avec un petit gain. Et ce qu'ils regardent, c'est le taux de réussite. Alors que ce qu'ils devraient regarder, c'est le temps qu'ils ont passé en position. Et ce temps passé en position, c'est un poids émotionnel qui va vous amener à avoir des échecs à long terme. Parce que c'est pas possible de vivre des pertes encore et encore
et de les supporter sans conséquence. Donc le jour où vous allez, ce que votre cerveau est en train de faire, c'est que vous êtes en train de vous habituer à une situation de perte, et le jour où vous allez se fixer un stop à 2000 euros, vous avez tellement l'habitude de vivre des pertes que vous allez dire je suis prêt à accepter 2500 euros, puis 3000 euros, puis 3500, et vous allez trouver ça normal, et vous allez oublier que vous étiez fixé une règle extrêmement ferme, et que c'était jamais allé au-delà de 2000 euros. Et c'est ce vécu qui fait qu'à long terme, vous allez un jour échouer. Donc ça, c'est vraiment très très compliqué. Alors, ensuite, on va regarder donc que faire lorsque l'on commence à perdre. La seule question, les gens savent gagner de l'argent. J'ai vu des centaines de traders, grosso modo, personne n'est absolument nul au point d'être incapable d'avoir des positions gagnantes. Quelle que soit la technique qu'ils emploient, ils sont relativement bons à gagner de l'argent. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à équilibrer leur compte de trading. C'est à la fin de l'année, au 31 décembre, ils auront un compte négatif. Pourquoi ? Parce que à un moment donné, il y aura un changement de dynamique dans leur trading et ils n'auront pas à adresser cette situation. Pourquoi c'est si compliqué ? On va le voir avec le graphique suivant. Voilà l'évolution d'un compte de trading. C'est un compte d'un robot, mais ça pourrait être le compte de quelqu'un qui fait du trading discrétionnaire. Pour une raison X ou Y, aucune technique n'est à l'abri de s'arrêter de marcher. On fait quelque chose qui marche depuis 20 ans sur le marché, ça se répète tous les jours, on gagne tous les jours, et puis un jour ça s'arrête de fonctionner. Pourquoi ça s'arrête de fonctionner ? Peut-être qu'on ne trouvera jamais la raison. Peut-être qu'un jour on va finalement expliquer qu'on était en train de profiter de quelque chose. Alors il y a des changements de marché historiques qui sont connus. Par exemple, quand la crise des subprimes est arrivée, les Américains étaient bien évidemment un des marchés leaders au monde. Tous les yeux étaient tournés vers les marchés américains. Donc jamais plus qu'à ce moment-là, les marchés européens n'ont été que des marchés suiveurs. Et puis il y a eu un shift. Les États-Unis sont sortis de cette crise, l'Europe y est restée. Et d'un seul coup, on a eu un suivi de l'Europe par un suivi des cours américains beaucoup plus faible en Europe. Les cours sont devenus plus ou moins autonomes, tout simplement parce que les Américains avaient leur propre vie avec une macro qui allait beaucoup mieux, et les Européens qui n'étaient toujours pas sauvés et qui restent dans cette crise forte, avec des problèmes particuliers avec le Grexit. Donc des fois on peut expliquer pourquoi on pariait sur quelque chose qui a finalement disparu du marché. Donc on peut parfois y arriver, mais la plupart du temps on ne sait pas ce qui se passe. Regardons ici cette courbe de compte. Donc pendant 10 ans, une personne arrive à gagner de manière relativement linéaire. Bon, là il y avait un petit accident, ici un autre, mais après chaque accident, il y a une forte période de profit qui efface tout. Pendant plusieurs années, il n'y a quasiment pas d'accident. Et puis un jour, il y a un nouvel accident. Ce nouvel accident, il est totalement identique à celui-là. Et puis ensuite, il y a un rebond. Ce rebond a la même chose ici. Il y a de nouveau un accident. Donc jusque-là, on voit qu'il y a un espèce de ralentissement général de la courbe. Au lieu d'être avec cette pente-là, on a une pente qui est beaucoup plus faible. Mais pour l'instant, on ne commence pas à être inquiet. Et puis à un moment donné, on va avoir une consolidation. Et cette consolidation va être exactement identique que les précédentes. C'est-à-dire que si on regarde à la gauche de mon pointeur, on n'a ni plus ni moins que ce qui s'est passé ici avec un double truc. Mais on n'a plus de matérialisation de cette courbe de gain. Alors une des choses aussi qui est importante de rappeler, c'est que beaucoup de gens pensent que être mauvais, c'est perdre de manière systématique. Si on était mauvais au point de perdre de manière systématique, il suffirait de faire l'inverse et on deviendrait un super bon trader. En réalité, qu'est-ce qui se passe sur les marchés financiers ? Il y a énormément de hasard. Une grosse partie de l'évolution des cours est liée au hasard du marché. Là, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui décide, etc. C'est juste aléatoire. C'est-à-dire que le prochain mouvement de bourse a autant de probabilité d'être à la hausse, à la baisse. Et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe sur les marchés. Il y a suffisamment de positions qui ont été accumulées dans un sens, où il y a une nouvelle, où il y a quelque chose qui se passe, et le marché devient déterminé, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui est prévisible statistiquement. On n'est plus dans le domaine du hasard, on est dans quelque chose qu'on peut prévoir. Et être mauvais ou avoir une mauvaise technique sur les marchés, c'est pas être un perdant systématique, sinon on pourrait faire l'inverse. Être mauvais, c'est être dans le domaine du hasard, c'est-à-dire je fais une opération et je ne sais pas si ça va donner un gain ou une perte, et puis je répète. Et par chance, tout le monde a la possibilité sur chaque opération d'avoir soit un gain, soit une perte. En faisant n'importe quoi, en ayant des signaux d'entrée et en ne gérant que les sorties, on peut très bien construire un raisonnement de trading qui va défier le hasard. Et donc, une mauvaise courbe de trading, c'est une courbe qui n'a pas d'avantage.
C'est-à-dire que c'est une courbe qui va être à plat par rapport à une courbe qui est soit croissante, soit décroissante. Si elle est décroissante, on fait l'inverse de la logique. Si elle est croissante, on garde cette logique-là. Mais quand on est à plat, c'est là qu'on doit commencer à se poser des questions. Et c'est là que ça devient intéressant quand on va commencer à réfléchir. Donnez-moi juste une seconde. Vincent, j'ai aucune question, c'est juste... Ah, c'est pour ça, ok. Alors, c'est peut-être pour ça. Pardon, je reprends mon fil. Et donc, à un moment donné, on va se poser cette question. Alors, la plupart du temps, quand les gens sont dans l'action, quand ils réfléchissent à leur trading, ils ne sont pas dans l'analyse de leur trading. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'analyse des décisions d'achat et de vente ou de gains et de pertes qu'ils vont faire, mais ils ne sont pas en train de raisonner. Est-ce que les conditions de marché sont toujours adaptées par rapport à ce que je fais? Et ça, c'est fondamental. Et c'est comme ça qu'on peut commencer à faire une première différence par rapport au marché. Tout simplement parce que il y a deux issues à une technique de trading. J'ai repéré qu'en faisant ça tel et tel jour de la semaine, j'arrive à gagner de l'argent. Et puis à un moment donné, ça ne marche pas. Il y a deux raisons pour lesquelles ça peut ne pas marcher. La première raison, c'est que temporairement, le marché a changé et on fait une petite perte intermédiaire. C'est ce qui s'est passé ici en début de graphique, c'est ce qui s'est passé ici à ce moment-là, c'est ce qui s'est passé ici avec une personne à plat. Aucune technique ne peut fonctionner tous les jours. Et donc pendant quelques semaines, plusieurs mois parfois, alors ça aussi c'est quelque chose, faites très attention ici, on est sur plus de 10 ans d'historique, donc quand on a un double W comme ça, c'est une période qui couvre quasiment 1 an et demi, donc il faut s'imaginer être en train de trader pendant 1 an et demi et ne plus avoir d'avantage sur le marché. Donc c'est vraiment pour ça qu'il faut regarder à long terme. Et à un moment donné, donc on a cet avantage qui disparaît. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que simplement le marché est en train de faire une pause par rapport à ma technique et que cette technique va toujours être performante et qu'il faut que je la suive à long terme? Ou est-ce que cette pause est définitive et qu'en fait l'avantage que j'ai tradé pendant des années a disparu? Et des courbes comme ça, je peux vous en montrer des dizaines et des dizaines et des dizaines sans avoir toujours d'explication. Vous avez une stratégie qui marche pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans et un jour ça s'arrête et pendant des mois et des mois et des années, vous allez vous retrouver à l'horizontale. Là, on a une stratégie qui s'est arrêtée en 2010 et depuis 2010, elle est incapable de gagner un centime alors qu'elle a marché sans aucun problème pendant 10 ans avant. Et donc, votre travail à vous, ça va être de raisonner sur cette image générale de votre trading, pas opération par opération, et de vous poser la question, est-ce que je suis en train de commencer à perdre parce que le marché change, ou est-ce que je suis en train de commencer à perdre simplement parce que ma technique ne fonctionne pas en ce moment sur le marché? Donc ça, c'est quelque chose qui c'est très difficile à répondre. Alors, une des premières technique que j'utilise moi personnellement, c'est que c'est la raison pour laquelle je ne travaille pas avec ce qu'on appelle des boîtes noires. Il y a énormément de stratégies de trading, on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur, c'est avec de la génétique algorithme, c'est avec des choses extrêmement compliquées, avec beaucoup de variables ou autres, et on ne comprend plus pourquoi ça prend une décision ou une autre. Moi, avec mon expérience de trader, ce qui est très important pour moi, c'est de comprendre mon code informatique, de comprendre pourquoi ces algorithmes prennent telle ou telle décision afin que je puisse analyser la logique de ces décisions. Je vous prends un exemple simplissime. J'ai un algorithme qui travaille à la hausse, le marché monte, ça gagne de l'argent, tout va bien. J'ai un algorithme qui travaille à la hausse, le marché monte, il n'est plus capable de gagner de l'argent. Là, je commence à avoir une alerte, quelque chose qui me dit attention, on est dans des conditions favorable au système, le marché est en train de monter, il devrait être capable de gagner de l'argent. Dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Quelle décision je vais prendre? Alors une des difficultés quand on est un trader discrétionnaire, c'est qu'en général, on a mis des années à mettre au point sa technique, à s'entraîner, à devenir performant dans ce qu'on fait, et c'est très compliqué de se remettre en question en quelques semaines. C'est d'ailleurs très compliqué d'avoir une réponse définitive et de dire est-ce que je suis capable, est-ce que je suis simplement dans une phase de perte temporaire ou est-ce que je suis dans une phase de perte définitive, c'est-à-dire je perds mon temps maintenant à appliquer la technique que je suis en train de faire parce que ce que j'étais en train d'essayer de tirer profit, ça a disparu du marché. Un des immenses avantages de ma façon de travailler par rapport à celle des discrétionnaires, c'est qu'en ayant un portefeuille avec plusieurs stratégies, si j'ai cette stratégie dans mon portefeuille et que j'ai des doutes depuis plusieurs mois et qu'elle rapporte plus d'argent, eh ben j'ai aucun cas de conscience à l'enlever de mon portefeuille, puisque de toute façon ce n'était pas une majorité de mon investissement, et de la remplacer par une autre. Donc un des intérêts de notre technique, c'est ça, c'est que comme on va diversifier les stratégies entre elles,
ça va nous permettre de diminuer les risques, mais ça va aussi nous permettre d'avoir toujours un vivier de nouvelles stratégies qui va pouvoir prendre le relais de celles qui sont en panne. C'est pour ça aussi que lorsque je propose des stratégies à mes clients, je vais proposer deux types de stratégies. Je vais proposer des stratégies qui vont être fiables sur une très longue durée, par exemple 10 ou 15 ans. Ça, c'est des stratégies qui sont durables dans le temps, mais qui peuvent traverser comme celle-là des périodes pendant plusieurs mois où il va y avoir des doutes. Et puis, le deuxième type de stratégie, ça va être des stratégies qui sont dans l'air du temps, c'est-à-dire qui récemment ont eu ce type de comportement ici en milieu de cours, c'est-à-dire qui marchent très très bien, et je vais essayer de les attraper le plus tôt possible dans cette phase de performance pour me dire voilà, le marché actuellement répond particulièrement bien à ce qui est en train de se passer sur cette logique-là, et donc ce qui m'intéresse, c'est de profiter de cette embellie temporaire, et je vais essayer de garder cette stratégie le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'elle s'arrête de fonctionner. Quand je vais utiliser ce type d'approche de trading, je vais être beaucoup plus prudent avec cette stratégie-là, puisque je sais que je suis en train de parier sur un avantage du marché qui est ponctuel et que cet avantage va forcément s'étioler au fil du temps, et donc je vais être beaucoup plus susceptible de la remettre en question que les stratégies, elles, qui ont été testées sur 15 ans. Voilà. Donc ça, c'est des choses que vous devez adapter à votre trading discrétionnaire, des idées, toujours raisonner sur l'ensemble de vos opérations et pas au niveau de chaque trade. Ce n'est pas chaque trade qui va faire que vous aurez un profit à la fin de l'année, c'est l'ensemble de l'image. Chapitre suivant, j'arrive pas, pardon, voilà. C'est parce qu'on n'est pas préparé qu'on préfère trader avec un fort taux de réussite. Ça, c'est une constante chez tous les particuliers. Tous les gens sont à la recherche d'une espèce de facilité émotionnelle. Ils veulent être bien dans leur trading. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est étonnant, ça ne les dérange pas de passer un temps fou à perdre de l'argent à partir du moment où la fin du trade est gagnant. Donc ils vont passer 90% du temps à perdre de l'argent sur cette position, ils ont acheté à 10, ça vaut 9, ils vont attendre, ça les fait souffrir, bon, ça vaut 8, ça vaut 7, ça vaut 6, ça vaut 5, et puis enfin ça finit par remonter. Et puis à peine on passe au-dessus du cours qu'ils sont rentrés, ils vont dire ouf, enfin je vais valider un gain et je vais réaliser cette opération avec un profit. Ils vont se souvenir qu'ils ont eu un gain, mais ils vont oublier tout le temps qu'ils ont passé en perte. Ça, c'est parce que d'un point de vue comptable, on a l'idée que si on fait énormément d'opérations gagnantes, en termes de taux de réussite, on est plus proche de la réussite, alors que c'est tout l'inverse qui va avoir lieu. Ici, donc on a une séquence d'opérations, donc vous voyez, donc là on est sur cette stratégie dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. C'est une stratégie qui va prendre énormément d'opérations, elle va viser les très forts mouvements de baisse, elle va gagner très très rarement, uniquement 10% du temps, mais lorsqu'elle va gagner beaucoup d'argent. Et par contre, elle va prendre plein de petites opérations qui, elles, vont être toutes perdantes. Donc ici, elle essaye de rentrer à la baisse. La baisse ne se matérialise pas, elle perd. Puis elle recommence. La baisse se matérialise, mais elle finit par perdre. Et puis ça recommence. À chaque fois, il y a une petite baisse qui se matérialise, comme ici. Et puis, elle finit par perdre. Elle finit par perdre parce que son seul objectif à cette stratégie, c'est de gagner énormément d'argent. Et elle va être en position le jour où une très forte baisse va se manifester. Donc la conséquence en termes de trading, c'est qu'elle va faire beaucoup d'opérations qui vont être toutes perdantes. Ici en bas, vous avez la courbe de performance. Donc vous voyez, chaque petite baisse, c'est une perte. C'est normal, le marché était en train de monter. Elle a essayé de chasser des baisses qui n'existaient pas. Et puis d'un seul coup, le gros profit va se matérialiser. Et puis en rebond, elle va se mettre à la baisse, un deuxième profit. Et puis un troisième profit. Et en simplement 3 ou 4 opérations, elle aura gagné énormément d'argent par rapport à des toutes petites pertes qu'elle aura accumulées au fil du temps. Demandez à un trader particulier de reproduire ce genre d'attitude, il va en être incapable. C'est quelque chose qui est impossible à faire. Et pourtant, il y a quelques spécimens qui sont incroyables. J'avais un client il y a quelques années, il tradait quasiment jamais. Il passait une opération par mois. Et il avait un taux de réussite incroyable. Il avait quelque chose comme 9 opérations gagnantes sur 10. Et un jour, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui et je lui ai dit, mais c'est quoi votre technique? Vous passez un trade par mois, c'est comment vous décidez et tout ça? Vous travaillez que cette journée-là ou qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, c'est tout l'inverse. Je suis tous les jours, 24 heures sur 24, devant les marchés. Je ne veux prendre
que l'opération qui a un potentiel gigantesque et dont je suis certain. Et j'ai développé une technique qui va me permettre comme ça. Et il me disait le problème, c'est que le poids émotionnel de cette technique, il est dément. Parce que je passe mon temps à ne rien faire devant les machines toute la journée pour chasser une opération qui va être un profit énorme. Et c'est quelque chose qui est très compliqué. Et effectivement, il avait été capable de faire ça pendant 2 ans. Et ensuite, il avait été obligé d'arrêter complètement à faire du trading parce qu'il était totalement épuisé émotionnellement d'avoir suivi ça. Donc cette technique là, revenons à celle qui est affichée à l'écran. Donc je vous rappelle, ça c'est l'évolution du CAC 40 sur les 10 dernières années. Donc on voit bien la crise 2007-2008, le rebond de ces derniers temps, etc. etc. Et voilà la courbe de performance de cette stratégie dont on vient de parler, qui va capitaliser des gains énormes lorsque le marché va baisser et qui va prendre plein de petites pertes pendant que le marché va baisser. Alors si on revient sur la courbe précédente, ici dans la première partie on a une baisse très forte du marché, ensuite un rebond très fort, ensuite une baisse très forte et puis un marché beaucoup plus haché vers la fin. Et quand on regarde la courbe de performance, c'est exactement ça qu'on lit. Quand le marché a baissé beaucoup, cette stratégie était capable de gagner énormément d'argent. En revanche, quand le marché a monté très fortement, elle a perdu plein de petites opérations les unes après les autres pendant plusieurs années. Mais encore une fois, son objectif, ce n'est que de protéger votre portefeuille quand le marché va baisser extrêmement violemment et longuement. Donc, c'est tout l'intérêt d'une stratégie de trading. Vous la mettez sur un compte, vous oubliez qu'elle est là, et le jour où vous allez en avoir besoin, elle va être là pour gagner de l'argent. Et pendant ce temps-là, vous ne vous occupez pas de ce qu'elle fait. Si je suis un trader particulier et que j'essaye de viser la baisse, et que je commence à trader à la baisse dans cette année-là, et puis je vois le marché monter, et pendant 3, 4 ans, 5 ans, je vais devoir répéter des opérations, et mon seul objectif c'est de chasser la baisse et elle vient jamais, je vais devenir fou, c'est une obligation. Alors que quand vous avez ça au milieu d'une vingtaine ou une trentaine de stratégies qui sont sur votre portefeuille, et qu'à un moment donné, vous oubliez, cette stratégie elle est là, elle a un rôle bien précis, c'est celui de chasser les énormes mouvements de baisse. Et le jour où cet énorme mouvement de baisse, il y en a eu récemment, il se matérialise, et cette stratégie elle va gagner de l'argent. Et pourquoi c'est fondamental? Tout simplement parce que le jour où il y aura d'énormes mouvements de baisse, il y a une forte probabilité que le reste de votre trading soit en difficulté, puisque majoritairement le marché est un marché qui monte beaucoup plus souvent qu'il ne baisse, et donc on n'est pas préparé à ce type de choses. Donc ça par exemple, voilà, c'est une stratégie qui est quasiment impossible à répliquer de manière humaine, de manière discrétionnaire, alors que c'est une stratégie qui rapporte beaucoup d'argent et qui protège contre le risque à long terme. Et toute la difficulté que les gens vont avoir quand ils vont faire du trading discrétionnaire, c'est celui d'être capable d'appliquer une technique encore et encore pendant des mois et des mois, et que cette technique ne fonctionne pas, tout simplement parce qu'elle ne rencontre pas les conditions qui sont intéressantes. Chapitre suivant, on va connaître ses faiblesses pour les transformer en force. C'est exactement ce que je viens de dire avec cette stratégie dont on vient de parler. Donc on a 1300 trades sur une période de 10 ans, 130 par an, c'est pas beaucoup. Mais on a un taux de réussite qui est extrêmement faible, qui est de 11%. On va afficher l'intégralité des trades. Rappelez-vous, chaque carré correspond à un trade unique. Donc on a les 1300 trades. Et à gauche, chaque gain ou perte qui a été réalisé par chaque trade. Donc ici, on a des niveaux de perte qui sont de l'ordre de 300-400 euros par trade. Avec quelques-uns qui ont perdu un peu plus. Et par contre, quand on va se mettre à gagner, on va gagner énormément d'argent. Encore une fois, rappelez-vous de ma première conférence, beaucoup de mes stratégies tiennent compte de la volatilité du marché pour calculer leurs profits et leurs pertes. Donc plus le marché va être volatile, plus on va viser des gains importants. Plus le marché va être faiblement volatile, plus on va se contenter d'avoir des gains faibles. Et donc voilà, on se retrouve avec des gains qui sont rares, une fois sur 10, mais des gains qui sont vraiment très importants, avec une moyenne aux alentours de, si on prend le chiffre exact, on va ici on a une moyenne de gains qui est de 2100 euros, et par contre quand on perd 65 euros, non pardon, j'ai fait une erreur, voilà, les losing, on perd 200 euros en moyenne sur chaque trade, donc 10 fois moins que lorsqu'on gagne. Et dans le mauvais sens, voilà. Donc on va perdre 200 euros en moyenne chaque fois qu'on va perdre, mais chaque fois qu'on va gagner, on va gagner à peu près 2000 euros. Donc c'est vraiment, on va avoir un avantage très fort à long terme, mais il faut accepter les contraintes qui sont liées à ça. Alors comment on va pouvoir transformer ça en avantage? Il y a plusieurs idées que chacun peut développer. Ici, on va étudier par exemple les séries de trades gagnants et de trades perdants.
on a la possibilité, dans la mesure où on a un très très faible taux de réussite, on va avoir des séquences de trades perdants qui sont extrêmement longues. Par exemple, 4 fois dans cette histoire de 10 ans, on a perdu 16 fois consécutivement. Une fois, on a même perdu 41 fois consécutivement. Puis, j'ai pas pu aller plus loin dans le tableau, mais je sais qu'on a même perdu une fois 50 et quelques fois consécutivement. Et par contre, quand on gagne, on va avoir très rarement des séquences de 1, 2, 3, 4. En l'occurrence, jamais, absolument jamais, on a gagné plus de 4 fois consécutivement. Alors là, quelqu'un pourrait me dire, ah ben voilà, un des avantages que je vais faire, c'est que je ne vais pas prendre, après 4 gains, c'est arrivé déjà 2 fois, si ça réarrivait à nouveau, je ne vais pas prendre le 5e trade. Sauf que là, ça serait une erreur de raisonnement. Tout simplement parce que c'est pas parce que c'est jamais arrivé que ça peut pas arriver. Si ça arrive, c'est un gain de 2000 euros. C'est un gain en moyenne de 2000 euros qui est un gain très très important et qui n'arrive que 10% du fois. Et donc si vous prenez le risque d'éviter un très gros gain, c'est une erreur majeure à ne pas faire. Alors que si vous prenez ce 5e trade et que comme tous les 5e trades avant lui, c'est une perte, cette perte elle sera toute petite, elle sera de 200 euros en moyenne ou un petit peu plus. Et donc c'est vraiment fondamental qu'à chaque logique de trading, à chaque type de trading que vous allez réaliser, vous devez réfléchir aux avantages et inconvénients que ça amène statistiquement par rapport à ça. Donc ici, il y a 2 choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas couper après un gain, après 2 gains, après 3 gains. Il ne faut surtout pas s'amuser à dire que le prochain sera une perte. Et puis la deuxième chose qu'il ne faut pas faire et que je vois de nombreuses personnes faire, c'est se dire, par exemple, après 10 pertes consécutives, je vais commencer à mettre un peu plus de volume. Parce que comme ça a perdu 10 fois, il y a beaucoup de séquences en dessous de 10 et puis peu après 10. Alors c'est vrai qu'il y en a peu. Après 10, il y a, si je compte vite fait, 6, 9, 11, 15, 17, 25, à peu près 27 séquences. Alors bien sûr, sur, c'était quoi, 1300 trades, vous avez 27 séquences de plus de 10 fois, donc ça représente 270 trades en moyenne à peu près, et donc vous avez 25%, je fais les calculs rapidement, mais grosso modo 25% des trades seulement qui ont été dans des séquences de plus de 10 fois. Donc vous dites, 25% c'est bien, c'est une faible partie de ce qui est arrivé, et j'espère que ça va fonctionner après. Mais là, ça serait une erreur gravissime, parce que si vous commencez à renforcer votre position après 10 trades perdants, et que finalement c'est ce fois-là où il va battre le record, et que c'est pas 41 fois qu'il va perdre, mais 51 fois qu'il va perdre de manière consécutive, vous êtes exposé beaucoup plus pour viser un gain finalement qui n'est pas arrivé. Donc ça, c'est ce qu'il va pas falloir faire. Par contre, il peut y avoir des raisonnements intéressants. Par exemple, si on revient ici sur la courbe de performance, voilà, ne serait-ce que celle du CAC, et que vous avez eu 1 an, 2 ans, 3 ans d'absence totale de marché baissier, vous pouvez vous dire, voilà, à partir de là, je vais peut-être mettre 10, 15, 20% de volume supplémentaire sur cette stratégie par rapport aux autres, tout simplement parce que j'ai un vrai inquiétude que cette tendance long terme, elle se pérennise pas pendant je ne sais pas combien de temps, et ça peut être intéressant. Donc voilà, raisonner sur chacun de ses habitudes de trading pour essayer de savoir ses forces exactes et ses habitudes. J'ai abordé ce point. Le plus important, c'est de faire la différence entre une mauvaise passe de marché et la fin d'un avantage. Reprenons les 2 courbes superposées sur lesquelles on vient de travailler, la courbe du CAC en noir, la courbe des gains en rouge. Ce qui va être fondamental avec cette lecture ici, c'est toujours, on sait que c'est une stratégie qui ne travaille qu'à la baisse. Ce qui va être fondamental, c'est de vérifier que pendant que le marché baisse, on est en train de gagner de l'argent. Pendant que le marché monte, on accepte d'en perdre un peu. Mais chaque fois que le marché va baisser, il faut qu'on soit en position de gagner de l'argent. Alors là, il n'y a à peu près aucun doute sur cette stratégie-là sur le long terme. Donc c'est une stratégie qui n'a jamais donné de doute sur toute son histoire. Mais imaginons que demain, on ait le marché qui accélère à la baisse et que cette stratégie se révèle incapable de chasser ces mouvements de baisse. Là, on va commencer à avoir un problème et on va pouvoir se dire, attention, est-ce que c'est un problème temporaire? Est-ce que pendant juste quelques semaines, cette stratégie n'est pas adaptée à deviner les mouvements de baisse et il faut essayer de comprendre pourquoi? Ou est-ce que de manière définitive, cette stratégie n'arrive plus à fonctionner et on va l'abandonner? Donc ça, c'est
Pour moi, c'est la raison numéro un sur laquelle les gens doivent se concentrer. Est-ce qu'ils doivent, est-ce qu'on est en train de perdre un avantage de manière temporaire ou est-ce qu'on est en train de perdre un avantage de manière définitive? Alors vous allez me dire, bon, a priori, il n'y a pas beaucoup de risques, etc. Ben, en fait, les risques, ils sont vraiment énormes. Sur certaines stratégies, regardez, je vous en avais présenté une un peu plus tôt qui était totalement à plat, après une très longue période de gains. Et là, on a une période, pendant 10 ans, on fait des gains sur une stratégie qui passe pas énormément d'ordre, qui est pas beaucoup en position. Et puis d'un seul coup, elle va enchaîner une succession de pertes avec des stops très importants, les uns après les autres. Et c'est l'accident, c'est le hasard dont je parlais dans la première conférence. Il n'y a aucun moyen d'éviter ça. Si ça vous arrive, ça fait partie du jeu. Et le seul moyen de passer à travers cette période-là, c'est d'être préparé émotionnellement à le vivre. Si on pense que ça ne nous arrivera jamais, on mourra en trading. Notre compte va finir par exploser parce qu'on sera trop agressif, on aura pris trop de risques par rapport à ça, etc. Tout est toujours possible. Et parfois on n'a pas la réponse. Parfois on ne sait pas pourquoi cette séquence va se produire comme celle-là. Il peut y avoir deux types de pertes encore une fois. Il y a le type de perte parce que le marché réagit mal. Et puis il y a le type de perte parce que par exemple vous avez une mauvaise séquence dans le temps. Je vais prendre un exemple caricatural. Vous avez une stratégie qui fait 60% de taux de réussite. Ça veut dire que sur 10 opérations, il y aura 6 gains, 4 pertes. Dans 90% des cas, cette séquence, ça va être un gain, deux gains, et puis après une perte, et puis de nouveau un gain, deux gains, puis après une perte, et puis etc. Mais rien n'empêche que quand on a 60% de taux de réussite, à un moment donné, on ait un gain, deux gains, trois gains, 6 gains consécutivement, et puis 4 pertes consécutives. Ces 4 pertes consécutives vont être beaucoup plus difficiles à vivre que si elles avaient été espacées par un grand nombre d'opérations. Ici, cette stratégie, qu'est-ce qui se passe? On a une courbe moyenne de performance qui est à peu près, quand on démarre ici, on va là, bon, là on a une accélération, imaginons qu'on ait une courbe moyenne, voilà, on est à peu près là sur la moyenne de gain de cette stratégie, ce qu'elle est capable de faire. Voilà, je dirais à peu près sur cette... Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ce dont je viens de vous parler, on a eu ces 6 gains qui se sont matérialisés en même temps. On a eu une accélération des gains par rapport à la courbe historique de cette stratégie. Et puis derrière, comme à long terme les statistiques ne mentent pas, on s'est retrouvé avec ces 4 pertes consécutives. Donc grosso modo, c'est un peu comme si au lieu de faire 2 gains, une perte, 2 gains, une perte, etc., on a fait 6 gains d'un seul coup et puis 4 pertes d'un seul coup. Et ça, c'est vraiment important de comprendre que les pertes, elles peuvent être techniques, elles peuvent être liées à un mauvais marché, mais elles peuvent être aussi à leur répartition dans le temps. Et il faut être prêt à accepter ça. Les marchés nous piégeront toujours, feront toujours des choses incroyables à long terme. Et il faut être prêt à vivre avec ça. Utiliser des outils pour mieux vivre les périodes de perte. Donc ça, c'est vraiment étudier encore une fois le passé, étudier son trading, étudier ce qui se passe. Donc ici, prenons une autre stratégie. Cette stratégie a une régularité très importante sur les 10 dernières années. Malgré tout, à certains moments, on a des moments de perte qui sont relativement forts et longs. N'oublions pas qu'on a toujours cet effet zoom. Quelle que soit la stratégie qu'on va pouvoir observer, les gens voudraient gagner toutes les semaines ou tous les mois. La réalité, c'est qu'à long terme, c'est pas possible et qu'il y a des moments, les conditions de marché sont tellement inverses à ce que fait n'importe qui, que ce soit un discrétionnaire ou qu'il faut accepter, que pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, c'est une partie obligatoire du trading. On va avoir des périodes très longues pendant lesquelles on va perdre de l'argent. Alors quand on regarde une courbe sur 10 ans comme ça, vous allez me dire ça paraît pas très long, sauf que si on zoomait sur cette période-là, on a quand même 6-7 mois comme ça qui vont être des pertes. Et donc ce qui est très important, c'est toujours d'essayer de quantifier ces pertes-là. Donc ça c'est un outil que j'utilise, qu'on propose bientôt à l'intégralité de nos stratégies, et c'est un outil qui va compter dans l'histoire la période de temps, la durée pendant lequel on a commencé à perdre de l'argent avec une stratégie. Donc là c'est la courbe de performance, ça c'est les signaux sur le marché, ça c'est la courbe de performance, et là on va compter en mois la durée où on est en dessous du précédent point haut. Donc ici je commence à compter puisqu'on a un point haut de performance et je commence à ajouter des jours et avec un comptage en mois qui est ici à droite, le résultat, pour savoir combien de temps j'ai perdu, j'ai été en dessous de mon point haut précédent. Puisque si je faisais du trading, j'ai gagné, imaginons jusqu'à 100 sur mon compte, et puis là j'ai commencé à perdre, j'ai recommencé à gagner, j'ai recommencé à perdre, et j'étais pendant toute cette phase-là en dessous de 100. Et donc c'est très important, quelle que soit la technique, de se rendre compte quelle est la durée comme ça sur laquelle j'ai perdu de l'argent. Donc ici on s'aperçoit, le chiffre est un peu masqué, mais c'est 2,42 mois.
mois. Et on a bien, donc c'était fin mars, tout le mois d'avril, tout le mois de mai et un petit peu du mois de juin, les cours étaient arrêtés à cette date-là, on était en dessous de son niveau de gain précédent. Ça va nous permettre, si on regarde sur très long terme, par exemple sur 10 ans, de savoir quel est le nombre de mois qu'on a passé comme ça, maximum qu'on a passé en dessous. Alors rappelez-vous de la courbe de performance, c'est quand même une courbe de performance qui ferait pâlir n'importe quel trader discrétionnaire. Et malgré tout, on a, donc avec des gains qui sont vraiment conséquents, et malgré tout dans l'histoire, on a des périodes très longues où on a perdu pendant plusieurs mois consécutivement. Donc l'échelle est ici à droite, donc la ligne bleue c'est 2 mois, 3 mois la bleu ciel, 4 mois pour jaune et 5 mois pour la rose. Et donc on s'aperçoit que 2 fois dans l'histoire, on a perdu plus de 5 mois consécutivement avant de retrouver un plus haut. Ici, au-delà de 3 mois, on a eu une occurrence, 2 occurrences, 3 occurrences, 4 occurrences, 5 occurrences, non pas tout à fait, les dernières ne sont pas tout à fait à 3 mois, mais voilà. Donc on va savoir pour chacune des stratégies, en termes de timing, quels sont leurs avantages et leurs inconvénients. Une fois qu'on va appliquer une méthode, on va tester cette méthode dans le passé et on va quantifier la durée qu'on a eu des difficultés. Alors bien évidemment, le risque de ce type de raisonnement, c'est d'aller que vers des stratégies qui passeraient pas énormément de temps à perdre. Et ça serait un danger, parce qu'une stratégie qui passe pas énormément de temps à perdre, il y a aussi une probabilité qu'elle soit, entre guillemets, suroptimisée, c'est-à-dire qu'on ait simplement adapté la courbe au passé, et qu'au moment où on va la mettre en production, on se retrouve piégé. Il peut aussi que ce soit une stratégie qui a un biais trop fort, c'est-à-dire par exemple qu'elle travaille que des contre-tendances, privilégier le taux de réussite, tout ce dont on a parlé dans la première partie, et puis que ce soit un vrai inconvénient par rapport à ce qui se passe dans notre trading. Donc il faut, encore une fois, le seul moyen de se protéger à long terme sur les marchés, c'est la diversification. Si vous utilisez une seule technique, il est impossible de ne pas perdre. Un jour ou l'autre, le marché va faire quelque chose d'incroyable, que ce soit d'un point de vue séquence, le hasard va venir vous piéger, ou que ce soit d'un point de vue marché, il va venir vous piéger. Le seul moyen de contourner ce biais, c'est de diversifier les techniques. Et moi, je ne connais pas de trader particulier qui soit capable de faire ça. Le seul moyen de vraiment diversifier son portefeuille, de trader sur plusieurs produits, de trader sur plusieurs méthodes avec plusieurs approches, c'est de passer par des automates qui eux vont être autonomes et vont travailler les uns à côté des autres. Donc bien entendu j'en viens à vous reparler de notre solution, puisque c'est tout l'intérêt de ce que l'on propose, vu qu'on va avoir une bibliothèque de plus de 50 stratégies qui chacune va faire un trading d'une manière différente et qui va vous permettre de brancher ça sur votre compte. Donc la façon dont ça se passe, ça c'est la plateforme. Donc vous avez un compte chez FXCM que vous avez ouvert par l'intermédiaire de ma société, CFD ou CFD Performance, et ensuite vous avez accès à cette plateforme avec l'intégralité de notre stratégie. Cette plateforme est privée, c'est uniquement nos clients qui y ont accès. Et ici, vous avez la possibilité d'ajouter ces stratégies sur votre compte. À partir du moment où elle va être installée, vous pouvez fermer la plateforme, vous pouvez fermer l'ordinateur et c'est côté serveur que ça va se passer. Tous les ordres qui seront envoyés sur ces stratégies seront répliqués sur votre compte en fonction du volume que vous aviez déterminé. Donc vous construisez un portefeuille diversifié, vous mettez quelques stratégies sur le DAX, un certain nombre sur le CAC, un complément sur l'or ou sur le pétrole, et vous allez avoir un portefeuille avec des stratégies qui font des choses différentes, qui gèrent des produits différents, et on va essayer de réduire le risque comme ça dans le temps, et c'est une des solutions pour diversifier votre épargne. Merci beaucoup pour votre attention. On va essayer de répondre à quelques questions. Elles ne s'affichent toujours pas. Elles ne sont pas mises à jour. Bah, il n'y en a pas. Ok, impeccable. Alors, on a beaucoup moins de questions que dans la première partie, donc impeccable. Ouais. Alors, est-ce que quelques questions? Tiens, une intéressante. Existe-t-il des maladies dues au stress ou autres qui risquent de toucher le trader? Ouais, moi je connais. On parle du burn-out, on parle de crise d'anxiété, on parle de fatigue émotionnelle. Le nombre de traders qui ont témoigné ça. Grosso modo, la durée de vie d'un trader discrétionnaire, elle n'est pas plus de 5 ans. C'est très rare de voir des gens qui arrivent à être exposés sur les marchés au-delà de 5 ans. C'est vraiment très compliqué pour eux.
Bon, pas beaucoup de questions, donc j'imagine qu'elles vont peut-être arriver vers la fin. L'intervenant suivant est arrivé, donc je vais lui céder mon siège. Vous avez la possibilité de rentrer en contact avec mon équipe ou avec moi-même. Donc vous tapez cfdperformance.com, le nom du site est sur l'écran. Et puis ça sera avec grand plaisir qu'on pourra échanger sur ces sujets. Je remonte toutes les questions. Ok. Apparemment, ça n'a pas inspiré de questions, contrairement à la première conférence. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Et puis, n'hésitez pas à nous poser des questions et à poursuivre cet échange. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous faire cette présentation. À bientôt. Merci Samuel pour cette présentation. Donc, vidéo qui a été enregistrée. Les deux présentations de Samuel ont été enregistrées, donc vous les retrouvez. Les robots de trading, pourquoi les traders perdent de l'argent en bourse. Elles seront assemblées dans une playlist sur notre chaîne YouTube dédiée FX France. Alors on ne fait pas de pause, on continue. Dans 5 minutes démarre un webinaire sur les chandeliers japonais, donc comment lier les structures en chandeliers japonais aux stratégies trading. Vous allez voir, c'est pas une présentation qui va se contenter de donner les configurations existantes et puis comment on les applique, ce qu'elles signifient. C'est très original la façon dont elles sont amenées, pardon. Donc c'est dans 5 minutes avec Badr Agumi, les chandeliers japonais et les stratégies de trading. Merci à toutes et à tous et donc à tout de suite.